Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une foire aux questions qui va parler de la parentalité, du fait d'être parent quand on vit avec une maladie chronique. Je réponds à toutes vos questions. Bonjour à tous, aujourd'hui je réponds donc à toutes vos questions qui font suite à la première vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu, je la remettrai ici, qui avait pour thème comment expliquer la maladie à ses enfants. Aujourd'hui du coup je vais répondre à vos questions, aux questions plus spécifiques que vous m'avez posées sur Instagram sur le sujet. Tout d'abord, pour les personnes qui tombent par hasard sur cette vidéo et qui ne me connaîtraient pas, je me présente, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et je vis moi-même avec des problèmes de santé. Et dans cette chaîne YouTube, je vous partage des ressources qui sont basées sur mes connaissances en psychologie et en neurosciences, mais aussi sur mon expérience personnelle de vie avec la maladie. Je vous partage tout plein de ressources qui peuvent vous aider à mieux faire face à vos difficultés. Donc ce format foire aux questions il est un petit peu spécifique puisque vous m'avez posé des questions et l'objectif c'est pas de vous donner la réponse qui conviendra pour votre problématique puisque je ne peux pas connaître votre problématique et même si je la connaissais, de toute façon je ne suis pas en capacité de répondre à une problématique personnelle, mais c'est plus vous donner des pistes, vous donner peut-être des hypothèses qui sont les miennes, basées sur mes connaissances, basées sur mon expérience, mais qui ne sont que des hypothèses, que des pistes que vous pouvez peut-être ou non vous approprier en fonction de ce que vous vivez, et voir si ce que je vous dis, si ma façon d'appréhender les choses résonne pour vous. Donc je pense pour les gens qui me suivent depuis un moment, vous connaissez de toute façon ma façon de voir les choses et vous savez que je ne suis pas dans le fait d'imposer des solutions mais plus de proposer des pistes de réflexion. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette foire aux questions. Je vais vous proposer des pistes de réflexion sur plein de sujets qui sont en lien avec la parentalité et la vie avec la maladie chronique. Donc j'ai reçu pas mal de questions, j'ai essayé de les regrouper par thème parce qu'il y avait souvent des questions qui se recoupaient, qui étaient les mêmes, donc je vais choisir à chaque fois une question qui va, où ma réponse finalement va reprendre l'ensemble des questions sur ce sujet. Première question que j'ai reçue, comment faire accepter la maladie et ses conséquences à nos enfants? Alors la personne me parlait du fait d'avoir peu de sorties, besoin de beaucoup de se reposer, et vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de cet aspect-là, du fait de comment faire pour que mon enfant comprenne, comment faire pour que mon enfant accepte, comment faire pour vraiment finalement trouver les bons mots pour lui expliquer, pour bien qu'il comprenne et pour qu'il accepte la situation. Donc la première chose et qui revient souvent, c'est ce souhait, cette nécessité qu'on a que les enfants comprennent ce qu'on vit et acceptent ce que l'on est en train de vivre, excusez-moi. Donc la première chose que j'aurais envie de vous dire, c'est déjà premièrement d'arrêter de chercher à tout prix à leur faire accepter la situation. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme les différentes vidéos que je vous ai fait sur l'entourage, pour ceux qui les ont pas vues, je les mettrai dans les liens de description, où on a ce besoin que l'autre nous comprenne, ce besoin qu'il accepte la situation, et pourquoi souvent on a ce besoin, parce que le fait qu'il ne comprenne pas, le fait qu'il n'accepte pas, du coup il a un comportement qui ne va pas être aidant pour nous, il va avoir des attentes qui ne sont pas compatibles avec ce qu'on est en train de vivre, et en fait on a envie que l'autre accepte, que l'autre comprenne, parce qu'aussi ça nous enlèverait une charge de choses qu'on a à gérer, à traiter, et de charge émotionnelle également, excusez-moi. Donc première chose, par rapport aux enfants en tout cas, j'aurais tendance à vous dire oui, communiquez avec eux, expliquez-leur, vous pouvez vous servir de ma précédente vidéo, mais arrêtez de chercher à ce qu'ils acceptent à tout prix, laissez-leur le droit de réagir comme ils ont envie de réagir, de ressentir les émotions qu'ils ont envie de ressentir. Alors je sais que c'est compliqué, surtout si les enfants sont jeunes, mais comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, le plus important, la première chose à faire, c'est de prendre en charge ses émotions. Parce que si on n'a pas pris en charge ses émotions, si on n'a pas fait le nécessaire pour nous-mêmes comprendre ce qu'on ressent et trouver comment mieux réguler nos émotions, eh bien à un moment donné, on va demander à l'autre de ne pas ressentir ça, ou on va demander à l'autre de ne pas avoir telle attente, parce que nous-mêmes, on ne sait pas gérer ce que ça nous renvoie à nous-mêmes. Donc première chose, vraiment, on s'occupe de soi et on laisse aux autres, même si c'est ses enfants, la charge de leurs propres émotions. Deuxième chose que j'avais envie de dire par rapport à toutes ces questions sur ce sujet qui sont revenues, c'est peut-être de s'interroger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent d'acceptation, où vous en êtes vous sur cette notion d'acceptation de la maladie? Est-ce que vous l'acceptez?
Est-ce que vous arrivez à accepter vos limitations? Est-ce que vous arrivez à vous octroyer le droit d'aller vous reposer quand c'est nécessaire? Est-ce que vous vous culpabilisez ou est-ce que vous êtes ok avec le fait que c'est comme ça et que ce n'est pas de votre faute? Voilà, il y a aussi peut-être tout un cheminement personnel à faire, bien sûr en fonction de qui vous êtes et en fonction de ce qui était sous-tendu sous cette question. Donc en conclusion, peut-être aussi s'interroger sur pourquoi je veux que mes enfants acceptent à tout prix, quels sont mes besoins à moi dans le fait qu'ils acceptent, qu'est-ce que ça changerait à mon quotidien, et puis comment je peux communiquer plus efficacement mes besoins, poser mes limites, les faire respecter, engager le dialogue autour de ça en fonction de l'âge, en fonction des capacités de compréhension. Mais comment je peux ouvrir ce dialogue-là, et est-ce que là, ce qui est en train de se jouer dans la non-acceptation, c'est, on va dire, une stratégie de mon enfant pour pouvoir continuer à avancer malgré tout, malgré les difficultés, malgré cet événement, ou est-ce que j'ai mal, en effet, comme j'ai mal expliqué, j'ai mal communiqué. Donc voir un petit peu ce qui se joue à ce moment-là dans la relation avec votre enfant. Passons à la question suivante qui est un petit peu dans le même thème, de toute façon je les ai un peu regroupés, comment faire comprendre à mon adolescent que je ne plains pas pour rien. Alors je sais que c'est compliqué, je sais que c'est d'autant plus compliqué en fonction de l'âge, parce qu'il va y avoir des manières de réagir qui vont être très chargées pour vous émotionnellement, qui vont beaucoup vous faire réagir. Par exemple, un adolescent qui nie ce que vous vivez complètement et qui pense que vous écoutez trop, ou qui fait comme si tout était normal et qui continue à vous demander de vous occuper de plein de choses, de pas prendre des choses en charge parce que c'est à vous de le faire selon lui. Envisagez que certaines réactions, et ça aussi j'en avais parlé je crois dans la précédente vidéo, sont des moyens de protection. Et que de toute façon on a tous notre vision de la réalité, et qu'on va tous développer, on va dire, des croyances, des stratégies qui vont nous permettre de nous protéger dans notre cocon de tout ce qui est difficile à entendre, de tout ce qui est difficile à gérer pour nous. S'il nie la réalité de votre maladie, ce n'est peut-être pas contre vous, comme je le dis souvent, c'est plutôt pour lui. Je dis souvent que les gens n'agissent pas contre, mais ils agissent pour eux. Contre l'autre, mais pour eux. Et là, c'est exactement ce qu'il se passe. Ça peut être un moyen de protection. Donc, chercher à tout prix à essayer de faire comprendre, accepter, c'est de l'énergie perdue pour vous, parce que ce qui amène à réagir de telle ou telle manière est finalement en dehors de votre champ de contrôle. L'idée, c'est vraiment de vous dire de pas en vouloir à votre enfant, de pas comprendre, de pas accepter, de faire comme si le problème venait de vous. En fait, ils font ce qu'ils peuvent avec les ressources qu'ils ont à leur disposition en fonction de leur âge pour gérer cet événement qui les dépasse, pour gérer les émotions qui les dépassent, pour gérer le stress que ça génère en eux. Et pour le coup, ce n'est pas à vous de changer votre comportement, de changer forcément votre manière de communiquer, plutôt de les aider à mieux réguler leurs émotions, à mieux comprendre ce qui se joue en eux, mais pas forcément de leur réexpliquer pour qu'ils comprennent, acceptent, etc., etc. Troisième question, comment gérer la colère, la tristesse d'un enfant face à la chronicité de la maladie? Alors, je vais toujours revenir un petit peu sur les mêmes idées parce que pour moi c'est des idées clés, mais la première chose c'est en prenant soin de vos propres émotions. C'est toujours le plus important, c'est vraiment de partir de ce qu'on ressent soi et de s'occuper de ses émotions à soi. Si la tristesse, si la colère de l'enfant se manifeste de manière très très forte et devient vraiment quelque chose qui est problématique, envahissant pour lui, ce n'est pas vous qui allez forcément, si c'est vraiment trop envahissant, l'aider. L'idéal, c'est vraiment d'aller consulter quelqu'un et d'aller en parler tous les trois avec un professionnel qui va l'aider à mieux identifier ce qui se joue pour lui, à poser des mots dessus, à mieux comprendre le rôle des émotions et aussi des outils de régulation émotionnelle pour mieux réguler ses émotions. Mais la première chose vraiment, si on prend soin de ses émotions à soi, on prend soin de ce qui se passe en soi, parce que quelquefois la colère, la tristesse qui apparaît chez votre enfant est aussi un écho à votre propre colère, à votre propre tristesse que vous n'êtes pas en capacité de réguler, qui en fonction de l'âge va malheureusement quelquefois impacter votre enfant. Donc on prend soin de soi, on parle aux enfants des émotions, de leur utilité, on cache pas aux enfants ce qui est en train de se passer, je vous renvoie encore sur la précédente vidéo, et puis on aide son enfant à identifier le besoin qui est sous-jacent, et surtout, on fait pas d'interprétation hâtive. Parce que quelquefois on va pouvoir se culpabiliser de se dire s'il est triste, s'il est en colère, c'est à cause de moi. Et quelquefois le besoin il sera pas du tout en lien avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc vraiment on engage la communication avec son enfant, on discute, on investigue, on recherche pour comprendre pourquoi cette colère est là, pourquoi cette
tristesse est là, on l'aide à verbaliser ça, on l'aide à comprendre le besoin qui est derrière tout ça, et peut-être que le besoin qui était derrière, ça n'avait rien du tout à voir avec le fait que vous soyez malade, ça avait à voir avec plein d'autres choses. Donc vraiment, on entretient ce lien-là de pouvoir communiquer, de pouvoir tout se dire avec son enfant, pour ne pas rester comme ça sur des inférences, sur des choses où on se serait dit ah bah ok là, c'est parce que je suis malade qu'il est triste, c'est parce que je peux pas l'amener à telle ou telle activité qu'il est triste ou qu'il m'en veut, alors que peut-être que votre enfant vous renvoie ça au début, mais plus vous allez discuter avec lui, plus vous allez vous rendre compte que le besoin derrière est peut-être différent. Donc n'hésitez pas à vous faire aider dans ce cheminement-là, parce que c'est pas forcément simple en tant que parent à faire, de vous faire aider d'un professionnel si vous sentez que votre enfant le vit vraiment mal et que ses émotions sont vraiment quelque chose qui le perturbe au quotidien. Après, j'ai une question plus personnelle qui était: je crois beaucoup à l'exemple que l'on donne à nos enfants malades, quel modèle donnons-nous? Donc, en dehors de l'aspect philosophique, je vais quand même essayer de répondre, en tout cas je vais vous dire moi, ma vision personnelle de la chose. J'aurais tendance, une fois de plus, à m'interroger sur pourquoi je crois que je peux pas être un exemple pour mon enfant ou un modèle parce que je suis malade. Parce que la maladie, c'est pas votre identité. La maladie, c'est pas qui vous êtes. La maladie, c'est quelque chose qui vous arrive, c'est quelque chose qui vous limite. Ça limite ce que vous pouvez faire, ça limite ce que vous pouvez exprimer de qui vous êtes, parce que quelquefois, les émotions sont tellement fortes qu'on ne peut pas réagir de la manière dont on aimerait réagir, mais ça impacte pas qui vous êtes au fond de vous. Donc, pourquoi vous pensez que vous pouvez pas être un modèle pour votre enfant? Vous pouvez être un modèle de plein de façons, justement, parce que vous êtes courageux, vous vivez avec une maladie chronique, c'est pas simple, vous êtes disponible pour eux, enfin, je suis sûre que vous faites plein de choses pour eux qui font que c'est un modèle pour vos enfants. Donc j'amènerais vraiment à vous poser cette question, parce que c'est pas du tout objectif de se dire qu'on n'est pas un modèle parce qu'on vit avec une maladie chronique. Alors peut-être vous pensez que vous n'êtes pas assez volontaire, ou vous êtes faible, ou que vous devriez être plus tenace, plus fort, parce que la société nous renvoie quelquefois aujourd'hui qu'on devrait prendre sur soi la volonté, etc., etc. La société qui ne vit pas avec une maladie chronique, soyons d'accord, ou alors parce que vous vivez des émotions difficiles et que vous avez l'impression qu'il faudrait que vous fassiez face et que vous ne devriez pas avoir ce genre d'émotions. Donc moi je m'interrogerais plus sur toutes ces injonctions mentales que vous vous faites, parce que ça n'a rien à voir avec le fait d'être un modèle ou pas être un modèle. Au contraire, moi je trouve qu'on est d'autant plus un modèle pour ces enfants que on sait se montrer vulnérable, et que on leur apprend que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais ça c'est ma vision des choses, et que je trouve que quand on est vulnérable, quand on est sans armure, finalement c'est ce que nous sommes vraiment qui s'exprime, et on se relie vraiment à l'essentiel, et du coup, en tant que parent, on peut passer vraiment l'essentiel à ses enfants, et on peut leur apprendre plein de choses qu'on ne leur aurait pas appris si on n'avait pas vécu ces épreuves-là, et qui leur serviront dans la vie. Mais après, ce n'est que ma vision des choses. Pour moi, vraiment, la vulnérabilité, c'est une occasion de pouvoir être cœur à cœur avec son enfant, de dire les choses à son enfant, de montrer que c'est ok de se montrer tel qu'on est, de montrer que c'est ok d'avoir des moments difficiles, que c'est ok si on n'a pas toujours les ressources pour faire face, mais qu'on finit toujours par rebondir, et que la vie prend toujours le dessus. Et ça, pour moi, franchement, c'est être un modèle. Mais bon, c'est ma vision des choses. Voilà, donc j'ai tendance à juste dire à cette personne, posez-vous cette question de pourquoi vous pensez que vous pourriez pas être un modèle, qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour être un modèle pour vos enfants, et parce que là je pense que la problématique elle est plus pour vous que pour vos enfants. Et puis surtout, je vous rappelle qu'il n'y a pas que les parents qui sont les modèles pour les enfants, et que une fois que pour le coup vous avez un adolescent, vous êtes plus du tout, en santé ou pas en santé, vous n'êtes plus du tout le modèle de vos enfants. Vos enfants n'ont pas du tout envie de vous ressembler, bien au contraire. Donc ils vont chercher les modèles qu'ils ont envie d'avoir. Donc enlevez-vous ce poids, parce que je pense que ça doit peser beaucoup, j'imagine, au quotidien. Après, j'avais des questions sur l'hérédité de la maladie, sur les enfants qui ont peur d'hériter de la maladie de leurs parents, sur les parents qui se culpabilisent de peut-être redonner ces problématiques de santé à leurs enfants. Je vous en lis 2 ou 3. Que répondre à un enfant qui a peur d'hériter de la maladie de ses parents? Comment ne pas stresser à l'idée qu'il puisse être malade comme moi? Comment ne pas culpabiliser? Donc là, une fois de plus, je vous renvoie à vous. Est-ce que c'est votre peur ou est-ce que c'est sa peur? Déjà, s'interroger là-dessus. Parce que quelquefois, quand on a cette peur-là, on la transmet sans en avoir conscience, même sans en parler, de manière non verbale, par son comportement, par ses actions, ses réactions à son enfant. Donc déjà,
une fois de plus, je vous dis toujours la même chose, mais on s'occupe de soi. Et on s'occupe de ses émotions en premier, on s'interroge sur comment moi je vis avec la maladie, est-ce que j'ai peur, est-ce que j'ai besoin de me faire aider, parce que plus vous allez prendre soin de vous, plus ça va retentir sur votre enfant. Après, lui dire la vérité, si la maladie est héréditaire, dites-lui qu'il y a une possibilité, lui dire également que c'est pas obligatoire. De toute façon, toujours, ce que je vous dis, c'est communiquer avec votre enfant. On accompagne nos enfants non pas pour leur éviter de vivre des choses difficiles dans la vie. Je sais qu'on aimerait bien qu'ils ne vivent que des choses faciles, mais à un moment donné ou un autre de sa vie, votre enfant rencontrera des difficultés, et si vous avez pu communiquer avec lui, il aura les ressources nécessaires pour y faire face. Donc, pour constituer vraiment ce socle de sécurité en lui pour faire face à tout ça, on communique. On exprime, on dit ce qu'on vit, on parle de ce qui est en train de se passer. C'est pas triste pour autant, mais c'est bien d'en parler et ça aide les enfants d'en parler. Mais avant d'en parler, il faut être vraiment clair avec ce qui se passe en nous. Si vous sentez que la peur est vraiment très forte chez votre enfant, à ce moment-là, faites-le consulter pour qu'il puisse vraiment en discuter avec quelqu'un, déposer ça dans un endroit neutre, bienveillant, non jugeant. Parce que quelquefois, avec vous, votre enfant aura peut-être peur de vous blesser, osera pas vous dire des choses, donc voilà, si vous sentez le besoin, n'hésitez pas à lui proposer d'aller voir quelqu'un pour dissiper les malentendus, décharger le trop-plein, ça peut être très très utile. Ensuite, on passe sur les jeunes enfants. On m'avait posé la question, comment gérer ces jeunes enfants avec une maladie chronique? Et là, je suis désolée de vous répondre que je n'ai pas de solution. Sauf vous dire, on fait comme on peut. On s'entoure d'un tissu de soutien, on arrête de vouloir être une maman ou un papa parfait. On fait vraiment comme on peut, comme tout parent de toute façon, mais là encore plus. On n'oublie pas de s'occuper de soi, parce que quelquefois, du coup, on va utiliser toute notre énergie pour nos enfants, parce qu'il n'y a pas le choix, et puis on va oublier de recharger notre énergie, de nous ressourcer, de trouver un espace, un moment en soi où on peut se déposer, où on peut, idéalement un accompagnement avec un psychologue peut être très utile, un psychothérapeute, parce que c'est très très difficile de vivre avec un jeune enfant. Alors j'ai eu plusieurs questions de ce type, dont des mamans seules, donc c'est extrêmement difficile parce que ça demande vraiment beaucoup de présence et d'attention, et quand les ressources sont limitées, c'est vraiment extrêmement dur. Donc voir si vous pouvez trouver des solutions ponctuelles de garde pour avoir un moment à vous, et surtout ne pas vous culpabiliser. Par exemple, un jour de faire garder votre enfant, de le mettre à la halte garderie si vous pouvez vous le permettre, ou chez une nounou, ou chez un ami qui vous le garde de 3 heures, juste pour avoir un moment à vous, pour souffler, et pas un moment où vous allez faire des machines, le ménage, etc., etc. Un moment vraiment pour faire quelque chose qui vous fait vraiment du bien, parce que plus vous aurez d'espace en vous, plus vous pourrez être disponible auprès de vos enfants, et c'est vraiment important de pouvoir se trouver ce temps-là. C'est pas du temps perdu, vraiment pas. Et ôtez-vous toutes les injonctions mentales aussi de la maman parfaite, et adoptez le mantra, je fais comme je peux, et c'est parfait comme ça. Je fais comme je peux, et c'est parfait comme ça. Parce que sinon, vous allez vous rajouter une couche de culpabilité et de stress qui va pas vous aider. Donc vous faites comme vous pouvez, et je suis sûre que c'est parfait comme ça. Ensuite, on m'avait posé la question de comment passer des bons moments avec ses enfants quand la patience et l'énergie sont limitées. Comme la réponse précédente, on fait comme on peut, on apprend à pas trop tirer sur la corde si on peut, on essaye de trouver des moments, du temps pour se ressourcer, juste pour soi, parce que c'est pas égoïste, c'est franchement vital pour passer des moments de qualité avec son enfant ou avec ses enfants. On définit bien les règles avec ses enfants, par exemple au niveau des activités. On essaye de bien se connaître aussi, de connaître ses besoins et de poser vraiment ses limites. Et puis on s'adapte, on essaie de trouver des adaptations, et vraiment, on communique avec son enfant, parce qu'on se dit que même s'ils sont petits, ils comprennent pas, mais en fait, ils comprennent. Donc on n'hésite pas à communiquer avec eux, on n'hésite pas à leur expliquer ce qu'il se passe, mais comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, attention à être bien dans cet espace de calme, de paix, d'acceptation avec ce que vous êtes en train de vivre quand vous communiquez, pour pas ne communiquer des peurs ou des angoisses, etc., etc. Mais on en parle à ses enfants, et en fonction de leur propre comportement, on essaye de dissiper le maximum les malentendus, pour que l'enfant ne croit pas qu'il est responsable de ce qui est en train de se jouer, ou de ce qui est en train de se passer, parce que plus il est petit, plus il va se sentir responsable. Oui, j'ai oublié, j'avais une autre question qui était dans le même ordre d'idées, qui était comment un enfant peut intégrer qu'il n'est pas responsable du déficit d'interaction avec le parent malade, parce que oui, plus votre enfant va être petit, plus il aura tendance à se sentir responsable de ce qui est en train de se passer, parce qu'il n'a pas ces capacités d'analyse-là, et parce que du coup, il va avoir l'impression que s'il y a eu tel comportement et qu'il y a telle réaction, la réaction est forcément liée au comportement qu'il a eu. Votre enfant, il n'a pas d'autre point de référence, donc vraiment,
privilégier la disponibilité quand vous êtes en train de communiquer avec votre enfant, en train de jouer avec lui, quitte à ce que ça soit pas beaucoup de temps. Mieux vaut avoir ce temps d'échange, mais de très bonne qualité, vous êtes disponible et qui dure pas très longtemps, que être toujours avec votre enfant mais que ça soit pas de très bonne qualité, qu'il vous sente énervé, qu'il vous sente à bout, et là où il aura tendance peut-être à s'imprégner de ça, à interpréter ça comme venant de lui, et là ça va être beaucoup plus problématique. Après avoir évoqué le sujet des jeunes enfants, nous allons parler maintenant des adolescents. J'ai reçu énormément de questions sur ce sujet. Déjà, je vais vous expliquer la différence entre un enfant et un adolescent. Il y a une grosse différence, on s'en doute, mais déjà au niveau du développement, et moi je vais vous parler plus spécifiquement du développement cérébral, on passe d'un enfant jusqu'à 10 ans qui va énormément s'imprégner finalement de son environnement, qui est dans cette phase d'apprentissage qui est très forte, où toute stimulation finalement va créer chez lui des chemins cérébraux, son cerveau il va se connecter, il va créer plein de nouveaux liens, c'est vraiment à cet âge-là que tous les liens se créent, et l'objectif c'est vraiment de faire plein de nouvelles connexions dans le cerveau. Et du coup, il va être comme une éponge à son environnement. Et on arrive à l'âge de l'adolescence où là, ce qui se passe dans le cerveau va changer un petit peu. On va arriver dans une grande phase qu'on va dire d'élagage. Alors ça a déjà commencé avant, mais on est vraiment dans une grande phase où toutes les connexions cérébrales qui vont être utiles et qui vont être, on va dire, valorisées par l'enfant vont se renforcer, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il a envie de faire, tout va se renforcer, et puis finalement tout ce qu'il avait déjà créé, mais qui, par rapport à son sentiment d'identité, par rapport à son identité d'ailleurs, qui est en train de se consolider, vont finalement se défaire, vont finalement tomber dans l'oubli, et c'est pour ça que quelquefois on ne reconnaît pas forcément ses enfants, parce qu'on est dans cette étape un peu de changement-là. Il y a également plein de choses qui se passent au niveau du câblage neurologique entre toute la zone qui est vraiment sur les émotions et la zone qui est plus sur les réflexions, et c'est pour ça qu'on va voir des adolescents à qui on va essayer de parler comme des adultes, parce qu'on se dit maintenant ils sont en capacité de comprendre, d'analyser, mais qui à côté de ça sont extrêmement immatures, extrêmement impulsifs. C'est vraiment spécifique à comment est en train de se former le câblage neurologique. Donc c'est quelque chose d'encore plus compliqué du coup cet âge-là, parce que comme je vous disais tout à l'heure, on est dans des phases quelquefois d'opposition, des phases de résistance, des phases de différenciation. On va dire que jusqu'à l'âge de 10, 11, voire 12 ans, l'enfant va vraiment s'imprégner comme une éponge et il a besoin de ses parents pour se sentir en sécurité physique et affective, donc il va être dans une répétition finalement de ce qu'il voit, et puis même s'il commence à affirmer ses goûts, ses envies, mais à partir de l'adolescence, on va être vraiment dans une phase où il va consolider son identité, et quelquefois il va la consolider en opposition avec tout ce que vous avez, tout ce que vous lui avez appris et tout ce que vous êtes vous. Donc quelquefois il y a des choses qui se jouent qui n'ont rien à voir avec la maladie et qui fait que de principe votre adolescent va se mettre en opposition parce que sur certaines valeurs il n'a plus les mêmes valeurs que vous. Il y a aussi le fait qu'il est en train de créer son identité sociale, donc son identité avec ses pairs, et que du coup il va de plus en plus s'identifier à tel ou tel groupe, et du coup au détriment de ses parents. Donc là il y a plein de choses qui sont en train de se jouer, donc c'est d'autant plus complexe de pouvoir échanger avec un adolescent. On va lui parler comme un adulte, on va se dire qu'il a sa capacité de réflexion, d'analyse, puisque si vous avez un ado qui a 16 ans, vous vous dites qu'il a toutes les armes pour comprendre ce que vous êtes en train de lui dire, et c'est le cas. Mais derrière ça, on a toute une réactivité émotionnelle, on a plein de choses qui se passent au niveau du cortex préfrontal qui n'a pas encore mis en place, on va dire, tous les chemins d'inhibition qui font que vous ne comprendrez pas toujours ces réactions, d'où la difficulté quelquefois de discuter avec un adolescent. Donc parlons plus précisément de la question comment aborder le sujet de la maladie avec un adolescent, qu'on m'a également plusieurs fois posé. Alors déjà, vous êtes la personne qui le connaissait le mieux, vous savez comment le lien a été créé avec lui, votre rôle, et ça on en a déjà beaucoup parlé dans la vidéo précédente, excusez-moi, c'est vraiment de créer cet attachement sécure avec votre enfant, avec votre ado. C'est pas qu'ils vous comprennent, c'est pas qu'ils comprennent la maladie, c'est pas que ça ne l'affecte pas, c'est pas qu'il ne la nie pas, enfin c'est pas qu'il ait telle ou telle manière de réagir. Votre rôle, ça passe vraiment par le fait de faire confiance à votre enfant, de lui donner tout ce que vous pouvez lui donner pour qu'il soit le mieux armé pour faire face à ce qu'il va le rencontrer dans sa vie, et que vous ayez confiance dans ses capacités justement à pouvoir faire face à
tout type de situation qu'il va vivre et inclut des situations difficiles. Et ça passe par quoi? Ça passe par vraiment une présence aimante, bienveillante, dans le non-jugement, dans la compassion. Ça c'est vraiment important que votre ado se sente en sécurité avec vous, votre ado sente que avec vous, il peut ne pas mettre de masque, il peut être lui-même et que vous l'autorisez à être lui-même, même si vous n'êtes pas en accord avec ce qu'il est en train de vous renvoyer. Vous pouvez bien sûr, et je vous encourage à le dire, que vous n'êtes pas en accord, mais sans remettre en question ce qu'il est en train de construire de son identité. Le principe, c'est vraiment de lui faire comprendre que vous avez confiance en lui, que vous avez confiance en ses capacités à faire les bons choix, à être autonome. Et je sais que quelquefois, les adolescents sont loin de faire les bons choix, mais faites-lui confiance pour faire finalement ses expériences par lui-même, et surtout, si vous arrivez à faire ça, c'est pas toujours simple, ôtez-vous tout le reste de toute culpabilité liée à ce que vous vivez. Vous aurez fait ce qu'il faut faire. J'allais dire, on ne demande pas plus à un parent, mais c'est déjà énorme. Mais voilà ce que j'avais envie de vous partager, puis sur comment parler de la maladie, je vous renvoie à la vidéo précédente que vous adaptez avec ce que je viens de vous dire tout de suite. Bon, cette vidéo est très longue, mais il me reste encore deux types de questions. Deux questions même. Première question personnelle qu'on m'a posée, comment fais-tu quand tu es fatigué, que tu dois t'occuper des enfants? Eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, je fais comme je peux. Et comme tout le monde, je fais des erreurs. Comme tout le monde, je vous rassure, c'est pas parce qu'on est psychologue, je culpabilise de certaines de mes réactions. Sauf que je me dis que c'est ok. Que si j'ai une réaction qui m'a dépassée, si je m'en veux, j'en parle. Je dissipe les malentendus, je communique beaucoup, même petit, depuis tout petit. Je sais qu'un enfant peut comprendre, peut entendre. J'ai vraiment essayé d'instaurer le fait qu'on pouvait tous dire, qu'il fallait parler de ses émotions, que les émotions, c'était normal d'en avoir, qu'il fallait pas hésiter à demander quand on avait besoin, quand on se sentait dépassé de ses émotions. Donc voilà, beaucoup d'échanges. Et puis surtout comprendre que je suis disponible s'il y a besoin de parler, que je vais pas juger, que je suis bienveillante. Et puis que c'est un apprentissage aussi, que c'est un apprentissage que même les adultes ont des émotions qui les dépassent, que même les adultes quelquefois ne sont pas dans les dispositions pour être disponibles et que c'est pas la faute d'un enfant. Et que personne n'est parfait, mais qu'on s'aime de manière parfaite, parce que voilà, on s'aime, et un point c'est tout de manière inconditionnelle. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que j'ai essayé de transmettre, et après voilà, la fatigue, je fais comme je peux, il y a des jours où je ne peux pas me lever du lit. À chacun de trouver ses adaptations, mais ne cachons pas que quelquefois c'est extrêmement difficile, voire c'est très douloureux. Mais bon, je pense que c'est tout parent vit des challenges de ce type, donc voilà. J'ai pas de recette miracle malheureusement à vous donner. Et la dernière question que beaucoup, je pense, se posent. On m'a demandé comment gérer le dilemme, je prends le risque d'être une mère trop fatiguée ou tant pis, j'ai pas d'enfant. Alors là, j'ai pris une question qui me le posait de cette manière-là, mais vous êtes 3 ou 4 à m'avoir posé la question. Donc rationnellement, de toute façon, je comprends le dilemme, je me le suis posé aussi, je vous le cache pas. Et là, pour le coup, le comment, je ne pourrais pas vous répondre. Vous êtes la seule personne à pouvoir avoir la réponse en vous. Peut-être vous faire accompagner pour y réfléchir, pour prendre cette décision avec votre compagnon ou votre compagne. Voir les peurs sous-jacentes dans un sens et dans l'autre, si j'ai ou si je n'ai pas d'enfant, et puis ouvrir le dialogue aussi peut-être avec votre entourage ou les soutiens possibles. Ce que j'aurais envie de vous dire tout de même, alors pareil c'est un partage d'expérience personnelle, rien à voir avec mon rôle de psychologue, mais c'est de faire attention à l'anticipation de scénarios, parce que souvent on devient parent, alors si on n'a pas de problème de santé, on imagine des choses en rose, on a envie d'un enfant, on fait un enfant, et puis la réalité arrive de ce que c'est qu'être parent, et c'est un chaos qui arrive, auquel on s'attendait pas, même si on vous y prépare. Et c'est extrêmement compliqué. Mais on l'avait pas anticipé, donc on s'est pas posé de questions pour faire un enfant. Et puis d'autres fois, quand on vit avec une maladie chronique, on anticipe le pire parce qu'on sait comme c'est difficile, et puis finalement, la vie fait que ce qu'elle a à faire, en prenant les solutions, les décisions pour vous, et puis au jour le jour, finalement, les solutions se présentent et ça se passe beaucoup mieux que ce qu'on avait anticipé. Donc je comprends l'idée de se dire comment je vais faire, parce qu'il faut y penser, je me suis posé aussi beaucoup la question quand j'ai su que j'étais enceinte, parce que j'étais déjà malade. Attention à pas faire trop de scénarios catastrophes. Si vous êtes avec quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime, qui est prêt à vous aider, qui a conscience de vos difficultés et qui a conscience que vous allez beaucoup vous reposer sur lui, si vous avez la chance d'avoir un entourage familial qui est là, c'est déjà des soutiens qui sont vraiment pas négligeables dans cette situation. Et puis
Après, de toute façon, être parent, c'est compliqué. Et peu importe la situation, être malade en plus, c'est encore plus compliqué, mais après, vous êtes la seule personne à pouvoir répondre à cette question, et je vous réponds, mais j'aurais pas de comment on fait, parce qu'une fois de plus, on fait comme on peut, hein. Comme dans la vie, en tant que parent, on fait comme on peut et on voit au jour le jour, et on laisse souvent faire la vie, et voilà, la vie fait souvent les choses bien, j'aurais tendance à dire, mais ça c'est mon côté optimiste, je pense. Bon, je vais m'arrêter là, je suis en train de regarder, oui, bon, j'ai fait, oui. Là, je viens de vous enregistrer 50 minutes, alors peut-être je vais pouvoir couper un peu pour faire une vidéo plus courte, mais j'ai reçu beaucoup de questions, puis j'ai fait beaucoup de boîtes aux questions, donc j'en ai reçu encore plus. Mais voilà un petit peu ce qui revenait le plus souvent de vos questionnements, j'espère que ça a pu vous être utile. N'hésitez pas en commentaire, si vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez vous, de spécifier des choses que j'aurais pas spécifiées finalement dans cette vidéo, si vous n'êtes pas d'accord avec moi pour qu'on ouvre le dialogue. Et puis s'il y a des thèmes spécifiques liés à la parentalité que vous avez envie qu'on aborde, que j'aborde sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, et du coup prenez bien soin de vos enfants, puisque si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes parents. Au revoir.